Ben, je vous remercie. Donc, l'histoire que je veux vous raconter ce soir nécessite, comme vous avez pu le constater, la présence d'un oiseau buveur, d'un dictionnaire Araps, j'arrive pas là, voilà, d'une balance Roberval et de 3 kilos de pommes de terre, constituées de 25 éléments. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut pour un bon potage. Alors voilà. Moyenne des mesures, ça commence, il était une fois, par le paradoxe de Hausdorff et Banach-Tarski. Alors, ce que dit ce théorème, c'est qu'il existe une partition de la boule unité, la boule de rayon 1 dans l'espace de dimension 3. Une partition de cette boule en 6 pièces qu'on peut ensuite déplacer, les pièces, et recombiner de manière à former 2 boules de même rayon que celle de départ. Ouais. Ça, c'est bien un plan de matheux, hein. La moquette. Banach-Tarski, même, montre qu'en fait, on peut découper une orange en un certain nombre de pièces, un nombre fini de pièces, les déplacer, les réarranger, pour les réarranger juste par déplacement, donc par isométrie de l'espace, les réarranger pour former une boule de la taille du Soleil. À nouveau, on sent que c'est chaud. Alors, donc, ce paradoxe, il est attribué ici à Banach-Tarski. À Hausdorff, on avait une version déjà très étonnante, quoique un tout petit peu moins jolie que celle racontée par Banach et Tarski. Et on va essayer de discuter autour de ce théorème. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un paradoxe ? Eh bien, un paradoxe, c'est une affirmation qui va contre l'intuition. D'accord ? Paradoxa. Ah oui, voilà. On a bien le sentiment qu'une certaine grandeur devrait se conserver. La masse, le volume, quelque chose comme ça. Alors vous savez tous depuis tout petit que le volume du tout est égal à la somme des volumes des parties. C'est ce qu'on va appeler l'additivité pour le volume. Bien. Par ailleurs, vous savez aussi que le volume se préserve par rotation ou par translation. Autrement dit, par le groupe de toutes les isométries de l'espace de dimension 3. Le public attendu est de L1, au moins, donc vous savez tous ce qu'est un groupe d'isométrie. Alors là, le groupe avec isome avec un petit plus de R3, donc c'est le groupe des isométries qui préserve l'orientation. Bon. Même si on ne préserve pas l'orientation, le volume va être préservé, peu importe. Donc, quel est le problème ? Notre boule B3, j'ai affirmé qu'on pouvait la décomposer en un certain nombre de pièces. Bon, j'ai même précisé 6. Mais bon, quel que soit le nombre de pièces dans lesquelles on découpe pour faire ce paradoxe, ce sera paradoxal. On découpe la boule en A1 union pom-pom-pom, union AR. Ce union là bien droit, ça veut dire union disjointe. Union AR plus 1, union AK. Et puis on déplace chacune des pièces par une isométrie G1, G2, pom-pom-pom, GR, GR plus 1, pom-pom-pom, GK. Et on affirme que ça forme, quand on a bien choisi les isométries GI, eh bien de ce côté-ci, quelque chose qui est isomorphe à la boule B3 de départ, et de l'autre côté, idem, un objet isomorphe, isométrique, à la boule B3 de départ. Et donc, pourquoi ça ne va pas ? Ben, la mesure de la boule B3, ça doit donc être additivité. Voilà, c'est la mesure de la réunion par additivité, ça doit être la somme des mesures des parties. C'est conservé par isométrie. Et donc, de ce côté-ci, on doit retrouver la même chose que la mesure de B3, plus la mesure de B3, soit 2 fois la mesure de B3.
dont tout le monde sait qu'elle vaut 1. Hein, chez les matheux, une boule, c'est le volume 1. Un cube aussi, alors bon. Je ne connais pas les formules. Bon, voilà. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ballard et Tarski, c'est quand même pas des rigolos. Hausdorff non plus. C'est des matheux sérieux. Bon. Le truc, c'est que cette partition paradoxale de la boule à partir de la dimension 3, eh bien, ça vous indique simplement qu'on ne peut pas tout mesurer. Bien. Les théorèmes en question sont les théorèmes non constructifs. En réalité, ils utilisent ce qu'on appelle l'axiome du choix. Donc c'est un axiome qui est un petit peu controversé, pas admis par tous les mathématiciens. De nos jours, quand on l'utilise, on a l'habitude, bon, sauf dans les milieux où on l'utilise tous les jours, sinon on a tendance à préciser que ceci utilise l'axiome du choix. Cet axiome, ça dit qu'on peut faire une infinité de choix infinis. On a une infinité d'ensembles et on peut prendre, décider, je prends un élément dans chaque ensemble. Bon, donc, en tous les cas, c'est un raisonnement non constructif. Et les patates sont là pour nous donner un exemple de ce qu'on peut appeler un raisonnement non constructif. Alors, je vais essayer, sans renverser l'oiseau buveur, de passer de ce côté-ci. Et donc, ici, j'ai 25 patates. Je vous ai dit que ça faisait 3 kilos. Et j'énonce un théorème à la Ballard-Tarski. Je m'y crois. Voilà, j'affirme qu'on peut extraire 2 tas. Voici un tas. Voici un autre tas. Je peux extraire 2 tas de pommes de terre qui ont exactement la même masse, à 1 gramme près. Vous y croyez? Alors, on va commencer. Regardez. Je prends par exemple celle-là, je compense, paf. Non. Non. Attendez, comment on va faire? Bon, attendez. Quelqu'un pourrait venir m'aider parce que je vais continuer la conf. Et quelqu'un pourrait venir peser les... Bien. Alors, Denis. Voilà. Donc là, il y a les masses. Oui. Et puis, on va essayer de peser les tas. Et voir tous les tas qu'on peut réaliser. D'accord? Alors, combien pèse cette pomme de terre? Combien pèse ce tas avec ces 2 pommes de terre? Celui-là avec les 3 pommes de terre, etc. D'accord? Alors, oui, tu as l'impression que ça peut prendre un peu de temps. Ah oui, alors justement, bon. Combien de temps ça va nous prendre? Alors, est-ce qu'on pourrait soulever un petit peu l'écran pour faire un petit calcul? Bon, combien de temps ça va nous prendre, cette histoire? Tu avais un feutre? Oui, ils sont là. Merci. Bon. Alors, on va interroger un de tes élèves, peut-être. Combien est-ce qu'il y a de tas à peser? Allez, au hasard. Monsieur Puma? Bon, qu'est-ce que c'est qu'un tas? J'ordonne, je numérote mes patates. La première, je la prends ou je la prends pas. La deuxième, je la prends ou je la prends pas. La troisième, je la prends ou je la prends pas. Chaque fois, on a 2 possibilités. C'est indépendant d'un coup sur l'autre. Hein. Donc, j'ai, je vous écoute, 2 puissance 25 tas. Ce qui fait combien? Vous avez les calculettes? Ou alors de tête? 33 000 et un bout. Pas loin. 33 000 et un bout. 33 554 000, 33 millions 554 000. 33 554 000 et des brouettes. Les brouettes étant égales à 432. Voilà. Bien. Tu peux peser un tas en combien de temps? Disons 10 secondes. Si tu es vraiment... Donc ça fait multiplié par 10 en secondes. Hein.
En heures, ça nous fait combien? On divise par quoi, 3600? 93 206. 93 206 heures. Bon, on a la permission de minuit? C'est pas gagné, ouais. Soit également 3883 jours, une dizaine d'années. Bon, c'est pas la bonne méthode, clairement. On va pas y arriver comme ça. Quoique, en fait, si on tirait parti de cette énormité, parce que qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat à 1 gramme près? Il y a combien de possibilités? Eh bien, il y a 3000 grammes. Donc 3000 cases. Chacun des tas va être associé à une case, à 1 gramme près. Et il y a bien une case qui va recevoir 2 tas. Et voilà. Les esprits chagrins me diront, il y a peut-être un tas qui aura la même pâte. Il y aura peut-être 2 tas qui auront la même pomme de terre. Eh bien, on l'enlève, cette patate commune, d'accord? Et puis on finit bien par arriver à 2 tas disjoints qui ont la même masse à 1 gramme près. Ça marche? Bien. Donc voilà un raisonnement non constructif que je trouve assez sympathique. Surtout qui permet de cuisiner de la tartiflette pour le pot. Bien. Donc comme je disais, en vérité, on utilise l'axiome du choix. Le truc, c'est que ce théorème, pour la dimension 3, et au-delà, en vérité, une fois qu'on l'a pour la dimension 3, on l'a pour toutes les dimensions. Eh bien, oui, on peut peut-être baisser le... Eh bien, Banach, en 1923, avait montré qu'on ne pouvait pas en faire un comme ça. Il n'y a pas de décomposition paradoxale en dimension 2, ni en dimension 1. Dans la droite ou dans le plan, il n'y a pas de décomposition paradoxale. Ce qui fait dire à John von Neumann, donc c'est un mathématicien que d'une certaine manière j'ai envie de mettre à l'honneur dans cet exposé, John von Neumann publie un article en 1929 dans l'introduction duquel on trouve ces phrases. Il dit que l'opinion commune, au fond, jusqu'à maintenant, c'est que l'espace euclidien montre ainsi, en accédant à la dimension 3, que son caractère change. Pour D plus petit que 2, il autorise encore une mesure générale, mais plus du tout pour D supérieur ou égal à 3. La phrase suivante, c'est que cependant, le but principal de cet article de 1929, c'est d'expliquer qu'il n'en est pas du tout ainsi, et que la raison profonde de ce phénomène étrange est bien plus à chercher dans le groupe des rotations de l'espace de dimension D. D'accord? Donc c'est une propriété particulière du groupe des isométries qu'on considère qui va permettre d'expliquer le paradoxe, l'existence de ce paradoxe. Bien. Et de fait, Hausdorff utilise 2 rotations de l'espace de dimension 3 qui engendrent un groupe libre. Donc on va revenir là-dessus. Mais le groupe libre, c'est la source par nature, on va dire, des paradoxes, de ce type de paradoxe. Bien. Ce que dit von Neumann, c'est vraiment ça. Vous cherchez à mesurer des parties de l'espace avec cette condition d'invariance par déplacement, mais c'est dans le groupe des déplacements lui-même qu'il faut chercher la source des paradoxes. Et il introduit la notion de groupe moyennable. Et il expose les propriétés élémentaires de cette notion. Groupe moyennable, en français, moyennable, ça fait écho, ça résonne avec la moyenne. En anglais, on dit amenable, ce qui est en fait un jeu de mots qui résonne avec... Donc, une moyenne en anglais, ça se dit mean, donc ce serait meanable, et le A, M-E-A, et le A, on le passe devant, et ça devient amenable, c'est-à-dire ce groupe est bien amène.
Il est bien gentil. C'est un groupe, voilà, aimable. Donc, l'article de von Neumann, 1929, publié dans cette revue Fundamenta Mathematicae, une revue polonaise, avec des éditeurs de toutes les nationalités, quelques-uns qui sont français notamment. À l'époque, on y publiait un peu dans toutes les langues, enfin surtout le français, l'allemand et l'anglais un peu. Bien. Donc voilà, en fait, pour un exposé à la BNF, on m'a demandé de regarder cet article. On m'a suggéré d'étudier, de considérer cet article de von Neumann de 1929. Et donc, je suis allé le chercher dans les bibliothèques. Je connaissais un peu le contenu, mais bon, je voulais quand même vérifier que je savais vraiment de quoi il retournait. Voilà. Et donc, j'ai sorti l'article et je vous en ai photographié la première page, là. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le problème, mais moi, je l'ai vu dès que j'ai ouvert, quoi. Mazette. Alors, bon, l'allemand, j'en ai fait pendant des années, hein, au collège, au lycée, en prépa. Il m'en reste quasiment rien. Alors, bon, au boulot. C'est ça aussi, hein. Matheux, c'est pas toujours drôle, hein. Il y a des moments, on se cogne des trucs un petit peu pénibles. Alors, bon là, ça sert à rien que je fasse ça parce que vous allez voir, la caméra, elle prend les trucs à l'envers. Bref. Donc, je suis allé chercher, rien que pour le titre, vous voyez, il y a des questions déjà. Zur allgemeinen Theorie des Masses. Bon, sur la théorie générale des Masses. Ah, what's that? Alors, je vois deux mots en allemand. Il y a Masse, M-A-2-S-E, qui signifie la masse au sens physique, hein, qui veut dire aussi une foule, un tas de, une flopée, bon. Masse, mais sauf qu'au génitif, ça fait masse. Des masses. Non, ça ne va pas. Alors, il y en a un autre, c'est masse, M-A-S-7. Vous connaissez avec le S qui fait un peu comme un bêta, là. Sauf que, au génitif, ça fait M-A-S-7-E-S. Et là, il y a deux S. Alors, du coup, je commençais à être un petit peu ennuyé, donc je suis allé voir des copains. Ils m'ont dit, oui, ah bah oui, mais alors forcément, mais c'est que pour les titres, on n'a pas l'habitude de mettre le S7 et on le remplace par un double S. D'accord, donc ça c'est bien. Sur la théorie générale de la mesure. Eh bien voilà, la première ligne est traduite. Il n'y a plus qu'à s'attaquer aux 28 pages suivantes. Bon, alors, non. La solution, c'est quand même de se rapprocher des potes, hein. Donc, je suis allé voir en premier Maxime Bourrigan. Maxime Bourrigan n'a pas appris l'allemand à l'école. Il l'a appris durant sa thèse parce qu'il voulait comprendre un article de Siegel. Et quand on a un objectif comme ça, c'est beaucoup plus motivant. Et donc, il a appris l'allemand, il a compris les œuvres, les travaux de Siegel, et du coup, on a pu commencer à... Alors, ça se trouvait, on était dans une conférence dans l'arrière-pays niçois, c'était un coin absolument magnifique. On travaillait d'ailleurs sur un truc énorme. Ça s'appelle Analysis Situs. Si vous voulez savoir ce qu'est la topologie algébrique, vous tapez sur Internet Analysis Situs. On a fait un site Internet qui vous raconte quasiment tout. C'est magnifique. Des vidéos, des petits cours, des images de toute beauté. Allez-y voir. Bon, bref, une soirée, je l'attrape, on traduit 2-3 pages, mais bon, après on avait autre chose à faire, il fallait qu'on bosse sur Analysis Situs, quoi. Bon, je suis revenu à Lyon, j'avais pas énormément avancé, puis après j'ai essayé de le recontacter par email, et là, il n'était plus joignable, quoi. Chaque fois qu'il me voyait, oh non, c'est encore lui. Je voyais bien, il tournait la tête comme ça. Bon,
Alors du coup, je suis allé voir les collègues de l'université. D'abord, je suis allé voir Frank Wagner. Frank Wagner, c'est le directeur du laboratoire de l'Institut Camille Jordan, à Lyon 1. C'était. Je suis allé le voir, donc on a pris rendez-vous. Il s'est cassé le bras. Juste avant notre rendez-vous. Ah, la catastrophe. Bon. Finalement, j'ai réussi à trouver Johannes Kellendonk, qui est un collègue aussi de l'ICJ, de l'Institut Camille Jordan, et il a eu la gentillesse de passer une journée entière avec moi. Donc lui, il est d'origine autrichienne, je crois, et donc ça ne posait pas de problème. Et surtout, il n'est pas très, très éloigné du type de maths qui sont racontés là-dedans. Donc on a passé un bon moment à essayer de comprendre ce qu'il y avait. Au final, bah, c'était ce à quoi je m'attendais, quoi. Mais bon, donc cet article, il est très connu, mais je n'en ai pas trouvé de traduction anglaise. Il est très connu. Les gens connaissent son contenu. Mais il n'y a pas de traduction en anglais. Bon, voilà. Alors, donc je vous dis que von Neumann a écrit cet article sur la moyennabilité. J'ai tapé un petit peu sur Internet. Alors, les matheux, on utilise beaucoup ce qui s'appelle archive ou archive.org. D'accord? Et j'ai regardé depuis 2015, depuis janvier 2015, j'ai essayé de voir dans cette archive, donc on écrit des articles, on les dépose là, avant qu'ils soient validés par les collègues. Hein, donc on les met à disposition des collègues, en quelque sorte, et vous allez voir, ça va jouer un rôle plus tard. J'ai regardé, donc depuis 2015, il est apparu un certain nombre de fois le nom de von Neumann dans les archives, dans les dossiers, dans les articles déposés. Vous voyez, 1380, j'avais fait la même recherche le 6 mars, il y en avait 1368. Vous voyez, presque un mois après, 1394. Ça fait pas loin d'un par jour, hein. Peut-être un par jour ouvrable. Une citation de von Neumann. Le nom de von Neumann, on le tape dans Google, il y a plus de 68 millions d'occurrences de ces deux R. Pas confondre avec récurrence. Et le mot amenable, je l'ai trouvé plus de 250 fois, en fait 275 à peu près maintenant, dans le titre des articles soumis sur Archive depuis janvier 2015. Ça fait quand même beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, j'ai extrait, bon évidemment on ne voit rien, mais quelques pages, enfin deux pages de titres d'articles d'archives avec amenability, amenable, amenability, blablabla. Voyez ? Donc c'est un thème qui est extrêmement actuel, la moyennabilité. Bon, il y a des centaines de livres qui ont été écrits dessus. Et puis, il en reste plein de problèmes ouverts et stimulants. Par exemple, vous avez cet article de Étienne Gis dans Images des mathématiques. Images des mathématiques, j'espère que vous connaissez tous. C'est une excellente revue en ligne, écrite par des mathématiciens à destination de plutôt non-mathématiciens ou de jeunes scientifiques. On signale d'ailleurs, et je la salue, la présence d'une personne qui travaille à IDM dans la salle. Elle ne va pas se révéler. Hein. Voilà, donc Étienne Gis publie cet article, ce groupe m'agace. Et il parle d'un groupe qui s'appelle le groupe de Thomson, un groupe extrêmement simple à définir, un groupe de fonctions, si vous voulez, sur l'intervalle 0,1, qui sont des fonctions qui sont affines par morceaux. Bon, voilà. Et puis juste les pentes sont des multiples de puissance de 2, enfin sont des puissances de 2, je veux dire, et les points de rupture de pente sont aussi des puissances de 2, des sommes de puissance de 2. Bon, voyez. Alors, puissance négative, hein, éventuellement. Voilà. Et donc la question, c'est est-ce que ce groupe est moyennable? Et alors, vous voyez, depuis qu'il a été introduit il y a fort longtemps, il a été étudié et on trouve beaucoup d'articles sur Archive qui prétendent que ce groupe est moyennable.
et d'autres qui prétendent que ce groupe n'est pas moyennable. Alors, la plupart de ces articles, et donc c'est pour ça que ce groupe agace Étienne, parce que vous voyez, il a été écrit cet article à un moment où il y avait 2 articles sur Archive qui prétendaient le contraire. L'un que le groupe était moyennable, l'autre que le groupe ne l'était pas. Et à ce moment-là, je crois qu'on n'avait pas encore tranché. Maintenant, on l'a tranché. Les 2 articles sont faux. On n'a toujours pas tranché sur la moyennabilité. Là, j'en ai mis un même, vous voyez, après, il y a des gens qui écrivent pour démolir les articles des autres. Là, par exemple, donc Justin Moore a écrit pour expliquer pourquoi l'article de Shavgulidze n'est pas correct. Si je l'ai mis là, c'est parce que Shavgulidze n'a pas retiré son article. Alors qu'à peu près tout le monde est convaincu qu'il n'est pas correct, et lui ne l'a pas officiellement retiré. Que les autres ont dit je reconnais qu'il y a un problème, je l'enlève. Voilà. Donc, von Neumann, c'est un mathématicien d'origine hongroise. Vous le voyez ici, en 1903, enfin, il est né en 1903. Là, je ne pense pas qu'il ait 10 ans. Et du coup, j'ai écrit en dessous John von Neumann, avec le... Alors, c'est un truc, c'est un petit peu mnémotechnique, quoi. C'est parce qu'en fait, quand il est né, il n'était pas noble. Ce von est un signe de noblesse. Et en fait, son père a acheté un titre de noblesse en 1913. Voilà. Donc en hongrois, je ne vous dirai pas comment ça se dit, on ne dit pas von, c'est un mot qu'on rajoute après, Magritti, quelque chose comme ça, que je ne sais pas faire. D'ailleurs, le nom de von Neumann n'est pas si facile que ça à prononcer. J'ai demandé à un camarade hongrois, oula, mais ça ne veut pas, je ne sais pas si ça va marcher, hop, j'ai demandé à un camarade hongrois. Ah non, ça ne marche pas. Je crois que vous m'avez changé quelque chose, vous m'avez coupé le son là. Bon, bah tant pis. C'est pas facile à prononcer, toujours. Voilà ce que je voulais dire. Quelque chose comme Neumann, János Lajos. C'est approximatif. Voilà, donc là on voit le Parlement hongrois, la ville de Budapest, une ville magnifique. Ici on voit von Neumann avec une cousine. On a l'impression qu'il est en train de dessiner des cow-boys et des Indiens, pas du tout, il calcule. C'est les formules de maths, ça a été étudié à la loupe. C'est un type complètement fou, il paraît voyant sa maman pensive devant une fenêtre, un petit peu triste, il s'approche d'elle, il dit « Maman, qu'est-ce que tu calcules ?» Et puis, voilà, donc, tout le monde reconnaît ici la page 683 des pages jaunes de l'annuaire du Rhône, 2015. D'accord? Alors, je vous laisse quelques instants. Regardez, lisez bien. C'est bon, vous avez lu? Voilà. Vous êtes prêts? OK. Alors, dites-moi, qui habite rue de la Villette? Ah non, ça n'a pas changé. Hop. Qui habite rue de la Villette à Fontaine-Saint-Martin? Eh bien, vous êtes beaucoup moins fort que John von Neumann, puisque on amusait les amis de la famille avec ses capacités ahurissantes, n'est-ce pas? On lui donnait une page d'annuaire, il le lisait, et au bout de quelques minutes, on reprenait l'annuaire et on lui faisait réciter. Alors, qui habite à telle rue? Quel est le numéro de la personne dont le prénom commence par paf, paf, paf? Il était capable de tout faire. Bon, après, il paraît qu'il trichait, qu'il avait appris l'annuaire d'un bout à l'autre. Alors, vous voyez, avec cette mémoire fantastique, ah oui, d'ailleurs, je l'ai écrit en bas, là, vous voyez, ça s'appelle, il a une mémoire quasiment maladive. Ça s'appelle une mémoire eidétique. Il est capable de se souvenir de tout ce qu'il a lu. Sur son lit de mort, on raconte, enfin de mort, il était agonisant, et son père lui faisait la lecture. Son frère lui faisait la lecture, lui lisait Guerre et paix, et au milieu d'une page, il s'arrêtait, et l'autre, von Neumann, John, continuait. Un livre qu'il avait lu 20 ans auparavant. Il se souvenait de tout. Voilà, donc il en a profité toute sa vie pour avoir un stock d'histoires drôles phénoménales. Une qu'il aimait particulièrement, paraît-il, c'est la suivante. Ça parle
Ça parle de l'Allemagne, de Berlin, entre les deux guerres. Et là, un type, un petit peu ivre, déambule dans les rues de Berlin et à un moment lance « Le Kaiser est un idiot !» Il se fait arrêter. Bon, on est sur le point de le passer, de passer en justice pour haute trahison ou que sais-je. Et donc il essaie de se défendre un peu maladroitement. Et il dit « Mais non, 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 en fait, je ne parlais pas du Kaiser allemand, je parlais du Kaiser autrichien. » Et là, la police, les juges font « Ça ne prend pas. On sait très bien lequel est idiot. » Voilà. Je continue sur l'enfant prodige. À 6 ans, il échange des plaisanteries en grec classique avec son père. Il effectue de tête des divisions à 8 chiffres. Aujourd'hui, même avec un papier, la plupart de nos jeunes ne sont pas capables de les faire. Même des divisions à 3 chiffres. Son père, lors d'une vente aux enchères, achète l'encyclopédie de l'histoire universelle en 44 volumes. En fait, il achète même une bibliothèque entière et il dédie une pièce de la maison à ça. Et le petit von Neumann, vous voyez, il a 8 ans, il a tout lu. Toute l'histoire universelle en 44 volumes. C'est même, paraît-il, comme ça qu'on arrivait à l'emmener chez le coiffeur. Tu pourras prendre un livre si tu veux. Donc il a tout ingurgité, tout digéré, et tout retenu, évidemment. Il va au collège luthérien pour garçons de Budapest. Il a comme professeur de mathématiques un certain Lovász Ratz, qui découvre son génie. Ce Ratz, c'est celui, je ne sais pas s'il est connu pour ça, mais il a inventé les Olympiades de mathématiques. À l'époque, elles ne se tenaient qu'en Hongrie. C'est lui qui a mis ses premiers concours de mathématiques. Et donc, il était très intéressé à la manière dont on enseigne les maths. Et il a découvert donc ce génial gamin et il l'a orienté, il l'a dirigé vers un professeur. D'abord, il s'est proposé aux parents pour lui donner des cours, et puis gratuitement, et puis des cours particuliers. Et rapidement, il a dit je ne peux plus rien lui apprendre, il faut qu'on aille voir des collègues de l'université. Et donc, il l'a mis en contact avec Fekete. Et à 18 ans, von Neumann a écrit son premier article avec Fekete. Il est dans la même école qu'Eugène Wigner, vous connaissez peut-être, un prix Nobel de physique en 1963. Il avait 1 an de plus que lui. Il a été carrément dégoûté de voir ce jeune qui déboule, qui était plus fort que lui dans tout. Il était clair qu'il était bien meilleur mathématicien que moi et bien meilleur scientifique. La seule chose, c'est que je connaissais plus de physique. Il a réussi, vous voyez, à tenir la distance puisqu'il a eu le prix Nobel en 1963. Von Neumann a eu une enfance un petit peu bouleversée. Disons qu'il était dans un pays où la politique était très compliquée. En 1919, une république soviétique hongroise instaurée par Béla Kun. C'est un gars qui avait été emprisonné, qui avait fait la guerre 14-18 dans l'armée hongroise, qui avait été emprisonné par les Russes. À cette époque-là, on parlait beaucoup du lavage de cerveau des Russes. Et quand il est revenu en Hongrie, il a voulu instaurer une république soviétique. Et donc, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé la terreur rouge, qui n'a pas duré très très longtemps, puisque, vous voyez, quelques mois, et lui a succédé un gouvernement soutenu par ce qu'on appellera bientôt les fascistes, à l'époque ce n'était pas tout à fait ça, et avec la terreur blanche. Ça explique en fait la farouche opposition de von Neumann, que ce soit aux nazis ou à l'Union soviétique. Donc dans cette période-là, la famille von Neumann s'est exilée. Bon, ensuite, von Neumann était très intéressé par les maths, vous avez compris, il voulait faire des maths. Et son père s'y est opposé. Pourquoi donc? Il estimait qu'on ne gagnait pas sa vie en faisant ça. Que dirait-il de nos jours? Non, ça va. On ne va pas se plaindre quand même. Bon, finalement, un compromis est trouvé. Il va étudier la chimie à Zurich. Là, un certain Georges Polya, que vous connaissez peut-être. Georges Polya donc faisait un séminaire pour les étudiants, et il raconte qu'un jour, il a énoncé un résultat, un théorème, peut-être pas démontré, donc et probablement très difficile. Et 5 minutes après, von Neumann lève le doigt, va au tableau, écrit une preuve nickel au tableau. Polya dit, à partir de ce jour-là, j'ai eu peur de von Neumann. En parallèle, il est inscrit à l'université de Budapest,
Il ne va pas au cours, mais bon, il a tous les examens, il est premier, hein, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Et il soutient sa thèse en 1926. Là, il rencontre Edward Teller, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est le père de la bombe H américaine. Voilà, de 26 à 27, il étudie à Göttingen sous la direction d'Hilbert. Vous savez, Hilbert, c'est celui qui disait on doit savoir et nous saurons, nous devons savoir et nous saurons, qui avait développé ce programme d'axiomatisation générale des mathématiques. Tout ça s'est cassé la figure avec les théorèmes d'incomplétude de Gödel en 1930. Donc voilà, il va travailler à Berlin, à Hambourg. Là, il rencontre Robert Oppenheimer, ça vous dit peut-être quelque chose, le père de la bombe A américaine, le projet Manhattan. Bref, il part aux États-Unis dans les années 30, il est invité en fait à Princeton, je crois, pour donner des cours de mécanique quantique. Et puis finalement, en 1933, il y est recruté à l'Institute for Advanced Study. Et bon, bah voilà, il veut faire plein de choses, donc, notamment travailler sur. Il y a le projet de la bombe, et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de calculs. Et il conçoit un ordinateur et il réussit à en faire fabriquer un là-bas, dans ce haut lieu de la science où les mathématiciens ne voulaient pas entendre parler d'une machine pareille. Et von Neumann, c'est ça. C'est des mathématiques extrêmement profondes, c'est du calcul et des mathématiques extrêmement appliquées, c'est des problèmes de guerre, il développe la théorie des jeux pour la guerre, et à chaque fois qu'il est confronté à un problème, enfin, il s'attaque à des problèmes pratiques comme ça, et il développe une théorie mathématique fantastique pour en venir à bout. Voilà. Là, vous reconnaissez cet homme à moustache qui était là-bas. Einstein disait « Non seulement j'ai la preuve que les Martiens existent, mais je sais qu'ils sont ici, qu'ils parlent une langue étrange, incompréhensible de la plupart des mortels, qu'ils prétendent venir d'un petit pays nommé la Hongrie. » Il y avait effectivement énormément de Hongrois exilés donc à l'Institut, à l'IAS. Voilà, donc il a travaillé en logique mathématique, thèse en 1929, en mécanique quantique, en théorie des opérateurs, théorie ergodique, en économie, il a fait la théorie des jeux, comme je disais, et puis il a travaillé sur l'arme atomique, l'informatique, avec Alan Turing, on peut le considérer comme le père des ordinateurs et de l'informatique moderne. C'était un grand amateur de Cadillac. Il avait toujours la Cadillac dernier cri avec des essuie-glaces. Il a été le premier avec une voiture équipée d'essuie-glaces, se baladant sur le campus en exhibant sa Cadillac. Un amateur également de Studebaker. Et... Pardon? Allô? Oui, non, écoute, Siri, c'est bon, t'arrêtes de me déranger pendant que je suis en conf. Oui, bah, je sais, il ne me reste plus qu'un quart d'heure, mais... Non, je ne vais pas boucler, c'est évident. Bon, c'est bon? On peut en rester là? Excusez-moi. L'oiseau buveur, là, si je l'ai mis sur la table, c'est un peu pour vous agacer. Oui, il a arrêté. Non, mais pas uniquement. Vous voyez, c'est parce que à Princeton, il semblerait qu'à cette époque-là, on buvait énormément. Et à un moment, von Neumann a découvert ce truc-là. Je crois que ça a été breveté en 1946. Et il a décrété, il en a eu un sur sa cheminée, il a décrété que tout le monde devait boire un verre de whisky au même rythme que l'oiseau. Vous imaginez ce que ça peut donner? Voilà. Bien. Revenons un petit peu, comme Cyril me l'a rappelé, il n'y a plus qu'un quart d'heure, donc il faut avancer. Alors, ce théorème d'Hausdorff-Banach-Tarski nous disait qu'il y avait des décompositions paradoxales en dimension plus grande que 3, mais qu'il n'y en avait pas en dimension plus petite. Donc là, j'ai rappelé quelques éléments de l'axiomatique du volume, ou de la mesure, si vous voulez, additivité et invariance. D'accord? Donc la question, qu'est-ce qu'on peut mesurer? J'imagine que vous connaissez encore ces formules, que moi j'ai oubliées. Voilà. En tous les cas, ceux qui ont passé le bac il y a peu.
était censé les savoir. Je crois aussi qu'en prépa, on est quand même obligé de les savoir, non? Non. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Est-ce que ça, on peut le mesurer? C'est pas évident, ça, c'est des jolies images dues à Josselez. Je vous parlais tout à l'heure d'Anaesis Situs. Il a fait énormément d'images pour notre site. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Bon, bah, quand on prend un cube, un carré, ou un cube en dimension 3, ou voire en dimension plus grande, on sait bien la mesure qu'on veut lui donner. D'accord? Ce sera R1, ici, à la puissance, la dimension. Bon. On veut aussi que notre mesure soit invariante par translation, par rotation, puis retranslation. Autrement dit, qu'elle soit invariante. Ça marche pour les carrés, pour les cubes, mais également pour des formes un petit peu plus compliquées. Et donc, invariant par le groupe des isométries. D'accord? Vous savez par ailleurs qu'on veut que la mesure du tout soit égale à la somme des mesures des parties. Et puis en fait, si je mets une infinité de morceaux comme ça dans un grand volume borné, eh bien, voilà, j'ai envie que la mesure de la réunion disjointe infinie soit égale à la série, voyez, des mesures. Donc là, on va parler d'additivité, on va dire énumérative. Le vrai mot, c'est sigma additivité. Il y en a qui disent que c'est excluant, donc additivité énumérative. Ça a du sens, hein? Donc on énumère les ensembles, donc c'est dénombrable, hein, le mot-clé qui est derrière. Et la mesure de Lebesgue commence par, ou Lebesgue et Borel, les deux sont là, commence par essayer de se demander si on peut mesurer tous les ensembles de RD. Tous les ensembles bornés, est-ce qu'on peut leur donner un sens naturel à leur mesure? Hein? Dans une note au CRAS, au compte-rendu de l'Académie des sciences en 1901, puis un livre qui développe tout ça en détail en 1904, Henri-Léon Lebesgue exhibe une famille de parties de l'espace RD et une application, mesure, qui est bien définie sur ces ensembles. L'additivité énumérative est vérifiée, l'invariance par les isométries de RD, et c'est normalisé au sens que ça vaut ce qu'on pense sur les cubes. D'accord? Bon. Comme le paradoxe de Banach-Tarski nous a mis la puce à l'oreille, on sait que ça ne va pas marcher pour tous les ensembles. Donc la question commence à se poser, mais ça, vous voyez, ça c'est en 1901. Est-ce qu'on peut tout mesurer? Donc Lebesgue, c'est pas trop. D'ailleurs, on appelle ça la mesure de Lebesgue. En vérité, la mesure, elle est probablement plus due à Borel. Lebesgue, lui, c'est le père de l'intégrale. D'accord? Vous avez tous vu l'intégrale de Riemann. On découpe comme ça et on mesure les rectangles. Lebesgue, il prend les choses dans l'autre sens. On ne va pas s'étendre, mais il définit l'intégrale, qui est définie pour beaucoup plus de fonctions. D'accord? Donc, il a une mesure qui marche bien sur une famille d'ensembles qu'on appelle les ensembles Lebesgue mesurables, pardi. Est-ce qu'on va pouvoir étendre ça à tout le monde? En 1901, on ne sait pas. 1905, un Italien au regard un peu coquin, vous ne trouvez pas? Vitali leur dit, les gars, votre histoire, ça ne va pas marcher, il y aura un problème avec l'additivité énumérative. D'accord? Alors, je pourrais en parler un petit peu plus, mais ça me prendrait, je crois, 5 minutes. Donc, on va dire, si jamais il y a un rappel, d'accord? Je vous le raconterai. Mais bon, je jouerai la surprise, d'accord? Alors, une fois que Vitali leur a dit, avec l'additivité énumérative, ça ne va pas être possible, il leur montre qu'il n'y a pas moyen, même en dimension 1 et 2, de faire une mesure qui est sigma additive et qui vérifie les autres propriétés. On se dit, bon, peut-être qu'on est trop exigeant. Peut-être que l'additivité finie pourrait être suffisante. D'accord? Donc, si on a une réunion disjointe de deux ensembles, que leur mesure de la réunion soit la somme des mesures. Une fois qu'on l'a pour 2, on l'a pour 7, on l'a pour 101. D'accord? Donc, additivité finie, invariance toujours, et normalisation, ce qu'on pense sur les cubes. Bien.
Et c'est là que von Neumann, donc vous avez compris ce que c'est qu'une moyenne, une mesure, pardon. Et maintenant, une moyenne, ben vous avez un groupe, comme le groupe des isométries de l'espace, et vous vous demandez si on peut définir une fonction sur les parties du groupe. OK? Donc là, A1 et A2 sont des parties du groupe des isométries, par exemple. Donc c'est une famille de rotations. Je prends plein de rotations, d'accord? Et je veux essayer de mesurer, mais dans le groupe maintenant. Et on veut les mêmes propriétés, additivité finie. Invariance, alors là, ça veut dire quoi? Quand vous avez une famille de rotations, ben vous pouvez composer tout le monde par une rotation G. Ça vous donne une nouvelle famille d'isométrie. Vous pouvez composer par une translation. Ça vous donne une nouvelle famille d'isométrie. D'accord? Donc la question c'est, est-ce qu'on peut trouver sur notre groupe G une fonction qui nous permet de mesurer la taille des parties du groupe? C'est clair? On veut que ce soit finiment additif, invariant par multiplication, par composition par une des isométries, et puis que ce soit normalisé, c'est-à-dire que sur le groupe tout entier, ça vaille 1. OK? Exemple de groupes qui sont moyennables, les groupes finis, les groupes commutatifs, les isométries de R2, mais pas les isométries de R3. Pourquoi? Les isométries de R3 contiennent un groupe libre. D'accord? On a évoqué tout à l'heure le mot groupe libre. Donc on y revient. Le groupe libre, c'est un groupe qu'on trouve dans plein d'endroits. Sitôt qu'un de vos groupes contient un groupe libre, il ne peut pas être moyennable. Et donc, ces actions vont prêter le flanc à la réalisation de paradoxes. Et c'est surtout dans l'autre sens que ça se joue. Si un groupe est moyennable, il ne pourra pas y avoir de paradoxe à la Banach-Tarski. D'accord? Ça explique le théorème de Banach qui vous disait sur R et R2, il n'y a pas de paradoxe. D'accord? Bon, les géométries de R, c'est essentiellement les translations. C'est quasiment un groupe commutatif, et puis après, il y a plop, plop. On peut renverser l'orientation. Les positives, c'est que les translations. Ça commute. C'est un groupe moyennable. Donc, il n'y a pas de décomposition paradoxale. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un groupe libre? Donc je vous dis, on le trouve en plein d'endroits. Et tout simplement, comment ça se fabrique? Il vous suffit d'avoir deux transformations de votre espace, une transformation A et une transformation B, telles que les compositions non banales ne soient pas égales à l'identité. D'accord? Dans notre groupe de transformation, vous voyez, l'identité, c'est l'élément neutre de notre groupe. Hein. Donc ça veut dire quoi, les compositions non banales? Vous voyez là, c'est simplement toutes les écritures de mots. Je vais les énumérer à partir de la droite. AN1, B, ça devrait être P1. AN2, BP2, pom pom pom, ANK, BPK. D'accord? Bon, puis là, c'est un peu particulier parce que j'ai fait commencer par A et finir par B. Les puissances sont non nulles. Hein. Et donc, il y a les variantes où on commence par A, on finit par A, on commence par B, on finit par B, on commence par B, on finit par A. D'accord? Et on veut que chacune de ces compositions ne soit pas égale à l'identité. Et quand on a cette condition, on a engendré un groupe libre. C'est clair? Bon, est-ce que ça existe, un truc comme ça? Oui, on va en fabriquer un. Regardez, on va le fabriquer même à la main directement. Deux générateurs A et B, comme tout à l'heure, on les appelle A et B. Je pars d'une croix comme ça, mais vous voyez, avec des couleurs vertes verticalement, bleues horizontalement, une petite flèche dessus, et je dis, bon, allez, A, il va tout décaler d'un cran vers la droite. Hop, hop, hop. Bon, du coup, il faut que ma croix, ça agrandisse un petit peu sur le côté. Puis en fait, je vais le faire aussi avec B, B inverse, A inverse. Donc je vais obtenir un truc un peu plus gros comme ça. Puis je vais recommencer avec A. Hop, voilà. Vous avez compris le truc? L'élément A, il prend tout votre arbre. Alors là, l'arbre, il faut imaginer que
Les arêtes, elles ont toutes la même longueur. Mais évidemment, quand on dessine un truc comme ça dans le plan, très vite, ça se chevauche, donc on est obligé de les rétrécir, mais c'est juste pour les besoins du graphisme. La transformation A, elle décale tout d'un cran vers la droite. D'accord? Et A inverse, évidemment, d'un cran vers la gauche. B, tout d'un cran vers le haut. B inverse, d'un cran vers le bas. C'est clair? Et le groupe engendré par ces deux transformations de cet objet, de ce graphe, de cet arbre, c'est un groupe libre. Et on va le voir, tout simplement, parce que vous voyez, quand vous appliquez A, le point du milieu, là, que j'ai appelé E, il s'envoie sur le point rouge A. Bon, le point qui est en dessous, comment est-ce qu'on l'atteint à partir de E? Ben, j'affirme qu'il faut appliquer B-1, puis A. D'accord? Vous partez de E, vous appliquez B-1, paf, vous vous retrouvez sur le point rouge en dessous, puis ensuite vous appliquez A, pouf, ça va là. D'accord? Et comment est-ce qu'on obtient ce point-ci? Eh bien, j'affirme que c'est, bon, vous pouvez le faire vous-même, hein, en appliquant A, à partir de la droite, B-1, puis A. D'accord? J'applique A, donc il se retrouve là. Ensuite, j'applique B-1, il se retrouve, hop, il se retrouve ici. Et ensuite, j'applique A, pouf, il se retrouve là. C'est clair? Et donc, vous voyez comme ça que finalement, un point, quelque part dans cet arbre, je n'ai qu'à lire la suite des arêtes. Je n'ai qu'à lire la suite des arêtes que je parcours pour l'atteindre. Ça me donne un mot, et c'est exactement le mot écrit en les lettres A et B que je dois appliquer pour partir de l'identité jusqu'à ce point-là. OK? Et maintenant, vous voyez que dans l'arbre, là, il n'y a pas de boucle. Et donc, tant que vous écrivez des puissances, comme on avait dit tout à l'heure, non nulles, eh bien vous vous éloignez dans l'arbre. La seule manière d'avoir un point qui soit l'identité et donc qui fixe celui-là, ben, c'est d'appliquer certaines lettres, puis exactement les lettres inverses. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un A, il va falloir le faire suivre d'un A-1. OK? Et donc, tous les mots qu'on avait écrits tout à l'heure, et toutes leurs variantes, déplacent le point au milieu. C'est clair? Bon. Ensuite, je vous disais que le groupe libre, c'était propice au paradoxe. Alors, ben voilà, je vais vous l'expliquer. Dans le groupe libre, donc maintenant vous avez compris que quand je prends un point rouge, là, un sommet, il y a un élément du groupe libre et un seul qui envoie le point du milieu sur le point rouge que j'ai choisi. C'est lequel? Ben je lis le chemin qui va du point du milieu à mon mystérieux point, et je lis ce qu'il y a sur les arêtes, et ça me donne la suite de transformations en A et B qu'il faut appliquer. C'est clair? OK? Donc, au final, les points rouges, moi, je les vois comme les points du groupe, si on veut. Mais bon, en tous les cas, on peut dire aussi, sur cet arbre, on va faire des paradoxes. Et comment on va faire? Donc là, je vous ai découpé l'arbre en 5 morceaux. Il y a un morceau qui est juste au milieu, là, ce point du milieu, et puis 4 morceaux comme ça. Vous les voyez? Alors, dans un premier temps, on va garder que les deux pièces, les deux grosses pièces, horizontales, entre guillemets. Et j'applique A à la pièce bleu ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Pouf, on translate la pièce de gauche par A, et qu'est-ce que je m'aperçois? Ben, j'ai recouvert tout l'arbre. Vous êtes d'accord? On est parvenu à recouvrir tous les sommets, avec ces deux pièces et une transformation. Ça vous évoque le truc paradoxal de tout à l'heure, parce que regardez ce qui va se passer maintenant. On va prendre ces deux pièces en haut et en bas, et puis par exemple, celle du bas, je la translate par B. Et j'ai recouvert tout l'arbre. Et donc, au final, avec mes 4 pièces latérales, en les déplaçant, j'ai réussi à recouvrir l'arbre 2 fois. J'ai créé de la matière.
Et c'est exactement le procédé qu'utilise Banach, qu'utilise Hausdorff et Tarski. C'est clair? Vous le sentez, le truc? Et c'est lié au fait que dans le groupe des isométries de la boule, il y a des rotations qui engendrent un groupe libre. Bon, quelques généralités encore sur le groupe libre. Les groupes libres, il y en a plein, et Félix Klein, nous explique comment en produire. Il faut jouer au ping-pong. Alors, donc Félix Klein, vous voyez, a vécu la fin de sa vie à Göttingen. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup travaillé avec von Neumann parce qu'il était très malade sur la fin de ses jours, quand von Neumann a pu aller à Göttingen. Toujours est-il qu'il a inventé un critère en 1883 pour fabriquer des groupes libres. Donc, on a un espace qui est représenté ici par une table de ping-pong. Et on a une transformation, donc ça c'est l'ensemble X, la table de ping-pong. Et on a deux transformations A et B. On a une zone XB qui est bleue, une zone XA qui est quoi, rose, mauve. Elles ne s'intersectent pas. Et puis, quand on applique A et toutes ses puissances positives ou négatives, on envoie la balle du bleu dans le rose. Et quand on applique B ou toutes ses puissances, strictement positives ou strictement négatives, c'est l'inverse. On envoie le rose dans le bleu. Si vous arrivez à trouver des transformations qui jouent au ping-pong de cette manière, elles engendrent un groupe libre. Démonstration. Vous prenez un mot comme ça. Je commence par un mot qui commence par A, qui commence en A et qui finit en A. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il part du bleu, quelqu'un qui est dans le bleu, il l'envoie dans le rose. Puis ensuite, on l'applique B puissance 1, on compose par la droite, hein, c'est des applications. On applique BP1, boum, le point, on le ramène dans le bleu. On applique BP2, boum, on le ramène dans le rose, et etc., etc. Et au final, on a commencé d'un point dans le bleu, on l'a envoyé dans le rose, on a alterné un certain nombre de fois, et on est revenu dans le rose. Pas dans le bleu. Donc ce mot n'est pas l'identité. Il déplace au moins un point. C'est clair? Bon, si maintenant le mot commençait et finissait en B, même argument. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, disons, il commence en A et finit en B? A. Ben là, il envoie XB dans XB, on est moins à l'aise. Et en fait, il suffit de le conjuguer par une puissance adéquate de B. Donc ça veut dire le composer devant par B puissance R, et après par B puissance R inverse. Si W était le mot trivial, alors ce conjugué devrait aussi être trivial. Évidemment, si c'était l'identité qui est au milieu. Quand vous faites B puissance quelque chose devant, puis après le même B puissance quelque chose inverse, c'est l'identité. Mais si vous choisissez le R différent de P1, ben vous voyez que vous vous ramenez au cas précédent, un mot qui commence et finit en B. D'accord? Donc, c'est la preuve du lemme de Klein. On a fabriqué un groupe libre. Et je m'empresse de revenir sur l'affirmation de von Neumann. Ce n'est pas la nature de l'espace qui change quand on passe de la dimension 2 à la dimension 3. C'est vraiment le groupe qu'on considère. Parce qu'il y a un autre groupe de transformation qui préserve la mesure du plan, mais qui n'est pas des isométries, et qui contient des groupes libres, et qui est source de paradoxes. Et von Neumann l'explique. Eh bien, il n'y a qu'à prendre les transformations que je vous décris ici. Là, vous avez la transformation A et la transformation B. A, elle fait quoi? Un point de coordonnées x, y, elle l'envoie sur le point de coordonnées x plus 4y, y. Et la transformation B, bon, elle fait un truc du même genre, vous voyez, je l'ai écrit là. Et ces deux transformations sont en mesure de jouer au ping-pong dans le plan. En fait, ce sont des transformations linéaires, hein, ça peut être donné par des matrices. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous ai donné ce secteur, XB, et même j'ai pris deux zones un petit peu rouges pour essayer de voir ce qui va leur arriver, et j'applique les puissances de A. J'itère A une première fois,
une deuxième fois, dans le futur et dans le passé. Au final, XB, la partie jaune, est envoyée dans la partie verte. Et idem, avec B, la partie verte est envoyée dans la partie jaune. Elles ne s'intersectent pas. Nous voilà en présence d'un groupe libre. Et von Neumann va expliquer qu'il y a un paradoxe avec ça, évidemment. Voilà. Donc von Neumann utilise les transformations A et B qui engendrent un groupe libre. L'idée est du même ordre que chez Vitali. Là, j'ai dépassé mon temps de 7 minutes. On va s'arrêter. Mais auparavant, une petite minute culturelle. Vous savez ce qu'est une anagramme? Une transposition de lettres qui, d'un mot ou d'une phrase, fait un autre mot ou une autre phrase. Chien, niche, encre, nacre, crâne, écran. Il y en a plein d'autres. Par exemple, Harry Potter, dans La Chambre des Secrets, tient le journal intime de Tom Marvolo Riddle, qui est une anagramme de I am Lord Voldemort. À nouveau, vous voyez, il y a un groupe qui est en jeu, le groupe des permutations sur ces lettres. Donc, vous savez ce qu'est une anagramme. Donc maintenant, je vais vous demander de trouver une anagramme de Banach-Tarski. C'est pas facile. Alors voici Banach-Tarski, Banach-Tarski. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes, donc d'abord celles qui m'ont aidé à traduire le texte de von Neumann, Sébastien Martinez, qui est mon beau-frère, qui est prof en prépa en physique, qui m'a offert L'Oiseau buveur et quelques livres sur von Neumann. Serge Laurent, qui est un copain de 30 ans, qui est prof en prépa dans les îles, dans les Antilles, qui m'a raconté le problème des pommes de terre. Bien entendu, nos partenaires institutionnels. La MMI d'abord. J'espère que vous savez tous où est la MMI. C'est un lieu exceptionnel. Je vous encourage à y aller. C'est tout près actuellement de la fontaine de l'ENS de Lyon. Donc l'UMPA, c'est l'unité de maths pure et appliquée de l'ENSL. L'école centrale, l'INSA, l'Institut Camille Jordan, qui a été aussi évoqué, puisque Johannes vient de là-bas. Le lycée du Parc, qui nous accueille aujourd'hui. Et le comité d'organisation, bien entendu. Puis pour aller plus loin, quelques livres et un film, un documentaire. Von Neumann, prophète du XXIe siècle. Voilà. Donc je peux m'arrêter là, à moins qu'il y ait un rappel. Ah ben si je m'attendais. Alors, vous vous souvenez ce qu'il a dit, Arg? Vous vous souvenez ce qu'il a dit, Vitali? Il a dit, vous allez avoir un problème avec l'additivité énumérative. Je vais vous raconter ça sur le cercle. Donc il dit, essayez donc de trouver une mesure qui soit invariante par les isométries, qui soit sigma additive, d'accord? Donc l'additivité énumérable, et qui soit normalisée, qui vaille 1, disons, sur le cercle. Et il dit, il va y avoir un problème. Regardez pourquoi. Je prends ici une rotation R d'angle irrationnel. Bon, pour le besoin des dessins, j'ai pris un irrationnel notoire, racine de 521 degrés. Je prends des itérés positifs de cette rotation, des itérés négatifs. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que, vu que c'est irrationnel, le nombre de degrés, ce ne sera jamais un... Quand vous allez itérer, vous allez avoir des multiples de l'angle, et ça ne va jamais tomber sur 360 degrés.
Donc on ne va jamais retomber sur le même point. Autrement dit, tous les itérés positifs et négatifs sont 2 à 2 disjoints, distincts. D'accord? Bien. On ne retombe jamais sur un point déjà visité. Donc voilà une orbite. Évidemment, si je continue, ça va remplir tout le cercle, parce que mes points, ils sont un petit peu épais. Donc, ce que dit Vitali, c'est choisissons. Choisissons, pam, axiome du choix. C'est là, voyez. Choisissons un point dans l'orbite rouge. Et puis, en fait, mieux que ça, dans chacune des orbites, je choisis un point. C'est clair? Donc là, c'est les points que j'ai essayé de représenter ici en vert. Bon, j'ai représenté des rayons parce que sinon, je n'arrivais pas à les voir. D'accord? Donc là, ces rayons verts, ils pointent vers un représentant de chaque orbite. C'est clair ce que ça veut dire? Et j'appelle grand A leur ensemble. Question, quelle est la mesure de grand A? Bon. D'abord, les itérés de A sont 2 à 2 disjoints. Ah oui, puisqu'on a choisi un représentant par orbite, quand j'itère un cran, clac, tout le monde est décalé. Et ne retombe pas sur quelqu'un qu'on a déjà vu. D'accord? Puisqu'on ne retombe jamais sur un point déjà visité, les itérés, bon, par exemple R8 de A, intersection avec R-5 de A, c'est vide. Les itérés de A ont tous la même mesure. La rotation, c'est une isométrie du cercle. Leur réunion, c'est tout le cercle. Vous voyez, parce qu'on a choisi un représentant par orbite. Donc s'il y a un point n'importe où, ben son orbite, à un moment, elle doit toucher l'ensemble A. Et donc ça veut dire qu'à l'envers, A, boum, 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 les itérés dans l'autre sens, vont atteindre ce mystérieux point. Alors voilà ce qui se passe. La mesure du cercle tout entier, c'est donc la mesure de la réunion des itérés de A. Réunion disjointe. Sigma additivité, ça nous fait donc, hop, ça nous fait donc la somme des mesures des itérés de A. Mais R étant une rotation, tous ces trucs-là, ils ont tous la même mesure que A. Du coup, il paraît que c'est interdit de dire ça du coup, mais bon. Tout soudain, qu'est-ce que je m'aperçois? La mesure du cercle est égale à une infinité de fois la mesure de A. Patatras. Si la mesure de A est nulle, bah cette infinité de nombres, tous égaux à 0, ça leur va faire 0. Si la mesure de A est non nulle, cette infinité de nombres, tous égaux et non nuls, ça leur va faire l'infini. Donc voilà l'argument de Vitali pour dire on ne peut pas tout mesurer si on demande que notre mesure soit sigma additive. Voilà. Une autre question peut-être. Vous n'avez pas de questions? Bon, voilà, moi j'en ai une. Est-ce que vous savez ce qu'on demande à un idiot pour le faire réfléchir? Ce qu'on dit à un idiot pour le faire réfléchir? On lui dit 13. Je vous laisse réfléchir. Comment ça marche, l'oiseau? C'est un petit peu la même blague que... Je vous laisse réfléchir. Je vous ai laissé réfléchir. Suffisamment, peut-être, non? Comment ça marche? Il y en a qui savent? C'est le mouvement perpétuel. Non, c'est le moteur à eau. C'est le moteur à eau. Donc là, vous avez un oiseau qui a un bec en feutrine. Donc, d'abord, plus prosaïquement, on a deux globes reliés par un tube. Le liquide qui est dedans, qui est coloré, c'est, je l'ai noté, du chlorure de méthylène, avec un petit colorant. La propriété utilisée ici du chlorure de méthylène, c'est que la température d'évaporation se situe aux alentours de 40 degrés. D'accord? Donc c'est très facile de le vaporiser. Bien. Donc en bas, nous avons du liquide, et en haut, du gaz, de chlorure de méthylène.
La tête en haut est en feutrine. Quand on trempe le bec de l'oiseau dans l'eau, la feutrine s'imbibe par capillarité. Puis, l'oiseau, commençons comme ça, la tête en haut, son crâne entouré d'eau, l'eau s'évapore. Quand l'eau s'évapore, elle extrait de la chaleur de l'intérieur du globe du haut. Ce faisant, le gaz de chlorure de méthylène qui est en haut se condense. Donc le volume diminue. D'où le liquide en bas monte jusqu'à atteindre un point où on a un déséquilibre, ça penche, et à ce moment-là, le gaz du haut et du bas s'échangent. Paf, le liquide retourne en bas. À nouveau, le centre de gravité repasse en dessous de l'axe, et on est reparti. Dans l'intervalle, en bas, on a rechargé. On s'est rechargé en kérosène, en eau. Donc ça continue tant qu'il y a de l'eau, ou tant que l'atmosphère n'est pas saturée d'humidité, tant que ça peut s'évaporer. Donc on peut le constater, si on met une cloche par-dessus, ça s'arrête assez rapidement. Donc un très bel objet pour faire de la physique et de la thermodynamique. Et il faut boire du whisky à la même vitesse que l'oiseau, là c'est une autre affaire. Hein. Je crois que ça marche, oui. Je n'ai pas essayé. J'ai eu peur de tacher la feutrine. C'est sûr qu'ils ont dû essayer avec du whisky, là-bas. Ouais, c'est-à-dire cette histoire de laine de ping-pong. Est-ce que ça marche ça marche. C'est pas ce qu'on utilise pour prouver que le groupe des isométries de R3, il y a un groupe dedans. Donc tu demandes si on utilise le lemme du ping-pong pour démontrer que les isométries de R3 contiennent un groupe libre. Eh bien, disons que, à ma connaissance, on n'a pas encore réussi à le faire comme ça. Donc il faut trouver le terrain de ping-pong, et on ne l'a pas trouvé. Comment les générateurs de... Mais donc on sait depuis fort longtemps qu'il y a un groupe libre dans le groupe des isométries. Ça se fait du coup par des calculs algébriques. Tu montres que toutes les compositions sont non triviales. Tu donnes deux matrices explicites, deux matrices de rotation. Mais c'est vrai que c'est tellement plus joli avec le ping-pong. Ça saute aux yeux, quoi.